Buenas noches, buonasera, bienvenue pour ce podcast de Furia Liga spécial débriefing d'Espagne-Italie qui vient tout juste de s'achever sur le score sans appel de 3-0 pour la Roja. Pendant une heure, nous allons essayer d'analyser ce match coupé sous tous les angles. Et ce soir, pour m'accompagner, les grands magasins assurent le SAV, mais Furia Liga a la SAV qui assure. Tu es là avec Vasquez, bonsoir. Buenas noches, alors celle-là, elle n'est pas correcte. On le surnomme le Gattuso de Corse, il grogne, il graille, il gagne. Benjamin Boucher, bonsoir. Le Paraguay a Roque Santa, Rapel Valdema Penelope, Nicole Kidman a eu Tom, mais le seul plus qui vaille est à Furia Liga, à la co-présentation à la régie en faux numéro 9, Blondela à plus, bonsoir. Le mec il travaille ses lancements quand même, c'est beau. C'est fort. Il fallait équilibrer les forces dans ce débrief, alors il est venu le drapeau italien en bandoulière, son joueur préféré Christophe Dugarry au Milan. Il défend le football transalpin mieux que Bonucci et Chiellini Reini, Nicolas Basse de Serie A, mon amour, bonsoir. Ciao tutti, j'ai même plus envie de parler. Hein. On attaque ce débrief avec un tour de table et vos ressentis d'après-match. Alors, rapide tour de table en un seul mot. Votre analyse de cette partie qui s'est achevée sur une raclée espagnole contre l'Italie. Soledad. Conquérant. Ouais, elle a fait net Soledad. Oui, je pense les 90 meilleures minutes de Lopetegui depuis qu'il a pris en main la sélection. Il n'a pas compris la question de un mot, je pense. Non, c'est une démonstration. Je suis généreux. Et toi, Nicolas? Et toi, Nico? Atroce. Et moi, ce sera Corinne. Ah bah oui. Ah, Nicolas, tu vas intervenir en premier pour une analyse un petit peu plus poussée de ce match. Qu'est-ce que tu attendais de la composition de l'Entoura et qu'est-ce que tu as vu ce soir sur la pelouse de Berlin? Bah déjà quand j'ai vu le 4-2-4, j'attendais plus rien parce que c'est un schéma qui a jamais vraiment marché et contre une grosse équipe comme l'Espagne qui est très forte au milieu de terrain, qui sait bien fermer les côtés. Enfin voilà, j'avais de l'espoir mais ça me semblait compliqué. Et puis bon, au début quand j'ai vu Verratti à la dernière minute titulaire alors qu'on annonçait Montolivo, j'étais content, j'étais un peu soulagé parce que Montolivo, enfin voilà, déjà on sait même pas ce qu'il fait dans le groupe. Enfin, je me suis dit Verratti, il fait pas un bon début de saison, ça peut être un match un peu déclic et avec la Nazionale et pour ce début de saison, il peut faire un gros truc. Voilà. Bon. Donc j'attendais pas grand-chose mais je me suis dit on peut être que agréablement surpris. Et puis Immobilier et Belotti devant, c'était assez sexy. Et voilà, et bah ce que j'ai vu c'est que Immobilier et Belotti ballon à eux deux, qu'au milieu de terrain il y avait personne. Sur les côtés, il y avait beaucoup trop d'efforts demandés sur Insigne et Candreva et que du coup bah c'était un gouffre. Voilà, il y a que De Rossi tout seul devant au milieu de terrain pour essayer de contrer les attaques espagnoles et puis le plan de jeu a pas du tout marché parce que l'Italie elle sait que attaquer vite en contre dans ce schéma, contrer contre des équipes qui jouent haut. L'Espagne elle défendait bas, elle a bien fermé les côtés et à ce moment-là bah il y avait plus personne pour proposer au milieu et bah ça a été le désastre. Et derrière l'absence de Chiellini quand même s'est fait sentir, Bonucci pas au top, sur les 3 buts je le vois pas. Voilà, vraiment un naufrage, le pire de ce qu'on a vu de l'Italie ces derniers mois et tous les défauts réunis en un seul match. Est-ce que tu crois qu'on n'a pas trop demandé à Verratti au milieu du terrain? On a toujours trop demandé à Verratti. Verratti à Paris, il est très bien entouré, il est pas tout seul. Là, il y a que De Rossi, ils sont que deux. C'est-à-dire qu'il doit faire milieu défensif. On lui demande de récupérer les ballons, de les remonter, d'être numéro 10 et de donner des bons ballons. Ce qu'il a pas fait. Enfin, il en a donné un à la fin dans la surface, voilà. Mais il a trop de tâches et lui-même, il a pas la condition physique visiblement pour assurer ça, encore moins ce début de saison. Et voilà, enfin quand je vois que Jorginho, le milieu du Napoli, il est même pas appelé, voilà, enfin pour moi c'est un scandale. Autant Verratti, on lui en demande trop, autant Ventura fait n'importe quoi, et autant le schéma est vraiment à vomir.
Ouais, ce soir, c'était soirée Isco. Bruno, toi, tu voulais mettre dans le conducteur, tu voulais mettre Isco de partout. Donc, je te laisse commencer sur ce. Parce que Verratti, Isco, c'était le gros duel de la soirée. Et je sais pas qui a gagné. Attends, on a dit qui a gagné le duel. Non, mais je pense que tous les observateurs vont vraiment parler du gros match d'Isco et ça sert à rien de souligner une 10e fois sa grosse performance. Juste ce qui est intéressant de dire sur lui, c'est qu'au-delà des systèmes, c'est-à-dire que ce soit à Madrid ou en Espagne, quand on voit ses prestations, on voit surtout que c'est une question de confiance. Et voilà, c'est un garçon qui tente, qui ose, qui réussit presque tout ce qu'il veut faire. Et aujourd'hui, il a surtout, plus qu'un Silva ou d'autres, mené un peu le jeu. Donc ça prouve qu'il est libéré. Après, pour ce qui est de l'Espagne, je rejoins l'avis de Nico, qui est de dire que l'Espagne n'a pas forcément pressé très haut, n'est pas allé enfermer les Italiens dans la relance. Et je pense que ça traduit déjà une belle maturité tactique pour cette équipe. Alors oui, les joueurs se connaissent tous, mais quand même, chez Lopetegui, ça n'a pas toujours été le cas. Et là, pour le coup, et c'est assez surprenant étant donné nous sommes en début de saison, tout le monde était bien en jambes et tout le monde avait la tête bien fraîche pour bosser ensemble. Donc c'est bon signe. Après, pour l'Italie, il faut pas oublier que oui, c'est l'un des plus mauvais matchs certainement, mais même les derniers matchs amicaux ou de qualification avaient montré déjà, c'était une formation qui prenait pas mal de buts et c'était assez surprenant. On voit que l'Italie n'a pas de marge de manœuvre en fait encore. S'ils ont pas les crocs, ne serait-ce que pour défendre, et je dis ça, c'est pas du tout un cliché ou quoi que ce soit, attention. Ben elle laisse ses largesses apparaissent. Voilà, surtout sur le plan défensif. Donc mine de rien, une Italie qui sait pas défendre, c'est pas top. Ben, toi, tu suis aussi bien la Serie A que la Ligue A. Comment tu as perçu le comportement des deux blocs pendant la partie? Ben moi, ce qui m'a plu, c'est que voilà, c'est l'Espagne, elle a tenté, elle avait un plan de jeu, ça a tout s'est bien passé, elle a déroulé ce qu'elle savait faire, elle a fait très bien, milieu très conquérant, comme l'a dit Bruno, elle s'est pas jetée au pressing, donc elle a laissé l'Italie se heurter au bloc et n'avoir aucune solution pour créer du jeu et faire avoir des décalages, donc elle s'est étouffée toute seule, l'Italie, en fait. Et moi, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est ça, c'est l'Italie, elle n'a pas su. Enfin, Ventura, en voyant que l'Italie s'essoufflait, elle réussissait pas à trouver des décalages, à se créer des occasions ou quoi, il a pas su réajuster, il a pas voulu faire quelque chose en voyant qu'il allait droit au mur, il a pas dit on va renforcer le milieu de terrain, on va essayer de tout ça. Il a continué sur son plan de jeu qui était suicidaire et on l'a vu sur la fin, ils ont totalement explosé en contre, il y avait pas de liant, il y avait rien. T'as l'impression qu'il y avait 11 mecs sur le terrain qui couraient dans le vide. Ouais, c'était le match de l'Euro, mais dans les rôles inversés. Et Delbos qui est dans le rôle de spectateur, là c'était 20 tours. C'est ça, parce que l'Espagne, elle était sûre d'elle. En plus, le pire ce qu'il y a à dire, c'est qu'on n'a pas trouvé moi j'ai pas trouvé l'Espagne non plus 3-4 ans au-dessus, ils n'étaient pas à 100%, ils sont pas donnés non plus. Ils avaient un plan de jeu, ils l'ont récité, tout le monde était à son meilleur niveau, donc ça a déroulé. Et l'Italie, elle a même pas pu espérer faire quelque chose, parce que même derrière, il s'est passé comme si vous voulez, il a eu 3 arrêts à faire, il les a fait nickel et c'est tout. Ça a déroulé et Isco a fait du beau travail. Mais tout le monde, Coquet a protégé comme il fallait, Busquets a déroulé, enfin, tout le monde était à son meilleur niveau côté espagnol, donc c'est ça qui était, la victoire, elle est totalement logique sur ça aussi. Alors que l'Italie a sombré partout. Les neufs n'ont pas été trouvés, Verratti n'a pas su trouver un décalage, n'a pas su trouver un intérieur du jeu, n'a pas su orienter, et De Rossi a pu juste suivre tout ça. Les latéraux, ils n'ont pas été importants aussi. Les ailiers, pareil, ils ont dû trop faire les allers-retours sur les côtés, les essuie-glaces, donc pareil, ils étaient cuits pour faire le décalage à la fin. Donc une grosse différence de niveau, mais en tout point. Dans le bloc, dans la création du jeu, dans l'utilisation du ballon, c'est vraiment inquiétant pour moi, je trouve ça inquiétant côté italien. Soledad, alors Soledad, il faut nous prévenir, elle a bonne humeur contagieuse ce soir. Donc, comment tu as ressenti ce match? Justement, comment ne pas être quand même de bonne humeur? On a retrouvé quand même une équipe d'Espagne très à l'aise, très juste, justement sans en faire trop. C'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire que s'ils poussent un peu plus, et
vu le banc qu'il y a en face, qu'est-ce que ça peut donner à la Coupe du Monde 2018. C'est une équipe qui est assez équilibrée, précise, organisée, c'est vraiment un pressing très juste. Il y a tout qui va, tout le monde est à sa place, ça découle tout seul. Devant, on pouvait quand même un peu paniquer en se disant bon, il n'y a pas d'attaquant de métier, il n'y a pas de neuf. Est-ce que c'est une bonne philosophie de jeu? Plusieurs ne sont pas d'accord d'ailleurs avec celle-ci. Et pourtant, devant, ça a circulé très bien. Enfin, le ballon circulait très bien. Avec Isco, Asensio et Silva, c'était juste. Isco phénoménal. Asensio aussi, qui a fait une très bonne prestation. Est-ce que tu as pleuré quand David Villa est rentré? C'est ce qu'on veut savoir. Oui. Alors, j'avoue, j'ai eu la larme à l'œil. Je me suis dit, ça, c'est, je crois, le rêve que tout supporter de la Roja avait de le revoir un jour fouler la pelouse comme ça. C'était magique. Oui, j'ai eu la larme à l'œil. Je l'avoue, je n'ai pas honte de le dire. C'est bien, c'est bien. Non, mais t'es pas la seule. C'était vraiment une cerise sur le gâteau, je crois. Donc, bon, pour cette équipe d'Italie, malheureusement, ça a littéralement pris l'eau. On a l'habitude de voir quand même une défense assez costaud en face, et là j'ai trouvé que rien qu'en défense centrale c'était très lent. Il n'y a pas grand chose qui allait. Est-ce que mieux on demande au milieu de terrain pas trop à Verratti qui quand même contrôle un peu ce milieu de terrain, il reçoit tous les ballons, enfin il n'est pas trop aidé, c'est un peu juste, c'est quand même inquiétant sachant que là on a des équipes comme l'Espagne en face, voilà. Une équipe d'Espagne retrouvée, un niveau qui, je pense, va cesser de nous surprendre et une deuxième coupe qui peut largement savoir. Surtout que oui, sur le milieu, on oublie, mais sur le banc, quand même, il y a encore une composition assez dingue. Voilà. Non, mais comme c'est vrai, c'est ça. Mais après, comme le dit Anthony sur le chat, il y a aussi la faiblesse de l'Italie qui nous fait trouver l'Espagne très très forte. Mais il y a aussi le fait que l'Espagne est forte sur le match, quoi. Elle a totalement inhibé toute l'Italie, quoi. L'Italie n'a pas pu y croire, n'a pas pu espérer. Donc, il y a le fait que l'Italie était faible, mais aussi le fait que l'Espagne était quand même très très forte sur ce match et même très sereine mentalement. Ils n'ont pas douté, ils ont fait ce qu'ils avaient, ils ont déroulé le plan de jeu, et comme a dit Soledad, ça a coulé de source. Alors, un petit mot sur El Guajiri, parce qu'il était au micro de Télédépol en Espagne, donc je fais la synthèse. Donc Billy a dit merci à tout le monde pour me donner autant d'amour. C'était un jour très particulier. Je suis très heureux. C'était une grande victoire contre l'Italie. Nous dépendons de nous-mêmes pour nous qualifier. À propos de Disco, c'est un grand garçon de Lanchi, comme il dit. Tout ce qu'il a fait, il a très bien fait. Et je suis heureux de ce qu'il est en train de vivre. Et sur son cas personnel, je n'ai jamais perdu l'illusion, le rêve de venir ici. Et je remercie tous ceux qui nous font confiance. Je continuerai de travailler. Et je fais un gros bisou à Soledad. Mais est-ce que vous avez entendu la clameur de Bernardo à son premier ballon? Mais oui. Ah oui. Magique. C'était magique. Ouais. En fait, attendez juste ça, juste qu'il touche le ballon. Et d'ailleurs, derrière, il fait un super changement d'aile. Voilà. Alors, on va parler avant le match. Quand la compo est tombée avant le coup d'envoi, Lopetegui a fait une sorte d'innovation avec un système avec un faux 9. On va discuter entre nous. On n'était pas spécialement convaincus. Même sur les collègues avec qui j'ai parlé sur Twitter, on se posait la question de est-ce que ce serait une bonne idée, et ça a été une bonne idée. Bruno? Sur la question, bon, il faut pas oublier que dans l'histoire récente, l'Espagne a gagné un titre important avec un faux neuf. Comme je dis, et dans notre quête, alors quand je dis notre, je parle de la sélection espagnole, dans notre quête d'une référence en pointe, à défaut d'avoir un garçon qui parle le même football que les autres éléments et qui soit capable de marquer des buts, autant mettre un joueur qui comprend ce football-là. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de dire oui parce que ça a marché, mais c'est pas une idée vide de sens, c'est pas une idée qui sort comme ça d'un coup.
Malheureusement, si Morata n'a pas les épaules, le talent, le profil, tout ce qu'on veut, qu'on soit fan ou pas, malheureusement en sélection, ça c'est pas encore trop ça. Diego Costa, les essais ont quand même peu été fructueux, donc pourquoi pas avoir en troisième solution un faux neuf. Alors ce soir c'était Silva qui l'a occupé, ça a pas mal désonné, on a vu Asensio par moment être en pointe. Je trouvais ça très bénéfique, pas seulement sur la tenue de balle, mais dans les transitions offensives aussi c'était bon. Les Italiens, ils avaient personne forcément sur qui sortir. Alors c'est un mauvais souvenir pour les Italiens parce que contre eux, ça leur aurait fait très mal aussi en 2012. Mais c'est à retenir. Je pense pas que la vérité d'un match puisse suffire. Mais ça à retenir, voilà. Parce que c'est pas 15, 20 ou mi-temps que ça a marché. Ça a marché pendant 90 minutes. Et les garçons se sont bien trouvés. Je précise juste que sur le chat, il y a Doxis qui nous écrit un mot. Salut Doxis. En parlant de l'Italie, il dit on perd un taulier comme Chiellini, mais ça suffit pas. On se dénude en défense et on met une compo hyper offensive. Voilà, c'était juste pour mettre une petite parenthèse pour nos amis italiens. Et justement, à propos de ce faux numéro 9, à l'inverse, l'Italie, Nicolas, on a l'impression qu'il y avait trop d'attaquants. Ça a empilé les attaquants en se disant si on en met 4 devant, on va forcément marquer. C'est un peu le problème de ce 4-2-4 qui est un peu du jamais vu. On a l'impression que Ventura s'est dit allez, on va tenter un truc, on va inventer quelque chose de nouveau, ça va marcher. Par contre, les petites équipes, déjà l'Italie, bon ok, elle fait toujours des matchs difficiles en qualification, on raconte toujours ça, blabla, l'Italie. Mais quand t'as du mal à battre l'Albanie ou des mecs comme je sais pas contre. Il y a eu la Macédoine, non ? Voilà, tu gagnes avec des gros scores ou quoi, mais en fait dans le jeu c'est pas reluisant. Tu devrais t'attendre à ce que contre l'Espagne, mettre 4 attaquants, déjà ils vont pas se trouver forcément comme ça parce que les mecs savent défendre en face, et surtout derrière dès que tu vas te prendre un contre, en 2 passes t'as 4 joueurs qui sont éliminés et c'est fini. Quand tu vois Isco ce soir, déjà quand même petite note sur son saut qualitatif depuis 1 an ou 2, je sais pas s'il est arrivé Zidane ou quoi, mais c'est quand même monstrueux. Et voilà, forcément tu fais sauter 4 joueurs en une passe et voilà, et en plus ils se cuisent à faire des efforts défensifs, mais devant ils sont à contre-temps, plus personne se comprend. Voilà, on voulait voir une Italie offensive, ok, on a des artistes qui n'avaient pas il y a 5-10 ans, mais quand on regarde l'Euro 2016, qui c'est les meilleurs joueurs? C'est Florenzi, Parolo, ouais. Giaccherini qui font un travail monstrueux au milieu, et là au milieu t'as plus personne. T'as Verratti et De Rossi. De Rossi il tient la baraque, Verratti il obtient 3 fautes à 30 mètres de Buffon. Voilà. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est sur la vision de Ventura. J'ai l'impression que Ventura, il s'est dit, je vais empiler les offensifs et les attaquants, et je vais me montrer plus dangereux. Alors que dans le même temps, l'Espagne a empilé les milieux offensifs ou les milieux pour intensifier ce secteur de jeu-là, et c'est eux qui se sont montrés plus offensifs parce qu'il y a eu du lien, il y a eu la calage, ils sont projetés, il y a eu des échanges, il y a des ballons qui étaient proches, donc ils ont pu jouer dans les petits espaces. Et pour moi, c'est Ventura qui s'est totalement trompé en voulant empiler les numéros 9 et pour se dire on va être dangereux en contre, on va être dangereux sur les ballons de loin, on va pouvoir jouer vite à l'avant. Et en fait, pas du tout. Ils n'ont pas réussi à se trouver, ils n'ont même pas réussi à toucher des ballons de la surface, à part Bellotti qui était un peu dangereux, mais sinon, il n'y a pas eu de grosses occasions ou de grosses situations créées avec les 2-9. Ouais, mais bien sûr, mais un système de jeu avec deux numéros 9 ou 2 attaquants qui sont dans la surface, t'as forcément un mec qui est derrière, qui est 10 ou qui tourne autour. Et là, c'est pas le cas. Forcément, ça marche pas, c'est normal. Moi, titre personnel, quand on pile 4 attaquants, ça m'a rappelé le France-Pays-Bas de l'Euro avec Domenech. Quand t'es complètement paumé, il en met 4 en se disant si je mets 4 numéros 9, ça va marcher. Là Ventura l'a fait dès le coup d'envoi. C'était un peu. Et surtout, alors, Soledad, la relation Busquets-Iniesta d'emblée, on a compris que ça allait aller assez vite en verticalité, et on a retrouvé le Busquets-Iniesta de la grande époque, là, j'ai envie de dire ce soir. Ah non, mais totalement. C'était magistral. Après, il faut préciser aussi que Coquet a joué un gros rôle là-dedans parce qu'il a beaucoup protégé Busquets, je trouve. Ensuite, pour revenir à cette histoire de faux neuf aussi,
Je trouve que Morata, de toute façon, pour moi, n'a pas les épaules encore à assumer ce rôle-là. Et que même si c'est une solution qui fait peur, on a assez de talent, on va dire, offensif sur le banc pour tester, on va dire, ce concept-là de faux neuf, qui on a vu que ça marche, ça a quand même bien marché pendant 90 minutes. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, justement étant donné les talents qu'il y a dans cette équipe devant. Franchement, c'est pas une si mauvaise idée et je crois que Lopetegui a vraiment une philosophie de jeu qui peut parfois faire peur, mais qui peut être gagnante comme ce soir avec ce système qui en fin de compte s'avère payant. François, juste si tu me permets pardon, désolé, mais si tu me permets de rebondir sur la question entre Busquets et Iniesta, tu te souviens, juste avant le match, on avait dit, par exemple, qu'un joueur comme Thiago, quand il était en forme, il fallait qu'il soit dans cette équipe. Je l'ai dit, Max l'a dit, et je pense que sur le talent du garçon, il y a pas de doute. Après, quand les Isco ou Asensio ils font des gros matchs comme ça, la concurrence elle sera plus rude. Par contre, quand il est à côté de Busquets ou de Iniesta, il fait pas ce que Koke a fait ce soir, et ce qu'a dit aussi Soledad. C'est-à-dire que Koke ce soir, tu le vois pas. Il prend presque limite pas de plaisir. Par contre, il a fait vraiment un gros travail de coulissage. Il a permis à Iniesta de lui éviter de faire des mètres et des mètres parce qu'il a 33 ans. Donc c'est aussi ça le rôle du troisième homme qui sera au milieu de terrain comme ça. C'est comme je dis un peu souvent, de sacrifier son football pour l'équipe. On en a eu des garçons comme ça et peut-être que Koke sera celui de 2018. Et c'est dingue quand même aussi. Oui, d'ailleurs, Koke est aucune autorité ce soir. Du coup. Je continue. Je disais que Iniesta, s'il arrive autant encore à poser son jeu et à en faire autant sur le terrain, notamment avec Busquets, c'est qu'il a des joueurs à côté qui l'aident beaucoup, il n'a plus à défendre. Enfin, c'est vraiment, il y a tout un système autour qui fait que le terrain est plus libre parce qu'il y a vraiment une équipe cohérente derrière pour permettre vraiment qu'un joueur exprime tout son talent comme Iniesta et le milieu. C'est toute une cohérence qui fait que tout découle, ça découle tout seul. D'ailleurs, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que Koke a régulièrement été critiqué pour son abattage avec la Roja, qui est très différent de ce qu'il peut faire avec Atletico. Ce soir, il s'est rattrapé pour vous. Oui, mais c'est dans un rôle qui est complètement différent. Le problème de Koke, c'est qu'on l'a on l'a présenté comme le successeur de Xavi parce qu'il était à droite dans la dernière passe, mais c'est un registre qui est complètement différent. C'est un joueur qui est intelligent, il sait se placer par rapport aux autres. Il a joué à un très haut niveau. Donc après en sélection, ce qu'il y a, c'est qu'il faut marquer des points, il faut se montrer. Et c'est peut-être un peu le piège pour des garçons comme ça, tu vois. Parce que c'est pas toujours brillant tout ce qu'il fait. Moi je trouve par contre que ce soir c'est vraiment un des meilleurs. Hein. Moi je trouve beaucoup plus complet que quelqu'un comme Thiago. Alors moi je suis souvent critiqué quand j'en parle, mais je suis absolument pas fan de Thiago Alcantara ni d'Alvaro Morata. Donc moi ni de Ventura. C'est absolument pas un problème que Koke soit. Ventura, disons qu'il a du sien ce soir quand même, pour ne pas être apprécié. C'est pas là pour le coup, c'est pas de ma faute. Mais Nico, Morata, il a joué à la Juve. C'est quoi la réputation? Il avait une bonne réputation avec la vieille dame, mais il n'était pas souvent titulaire non plus. Quoi. Il n'était pas souvent titulaire. Il y a une saison, il est beaucoup titulaire. Et d'ailleurs, la saison, il est beaucoup titulaire. Elle est pas forcément meilleure que celle où il est plus un peu remplaçant de luxe. Voilà, sa réputation, c'est un peu vraiment un remplaçant de luxe. Le mec qui rentre, il est vraiment très dangereux. Enfin, il est très apprécié. Son départ, il a été beaucoup regretté. Maintenant, oui, moi je pensais qu'il serait titulaire et j'avais plus peur de Morata quand j'ai vu le système avec un faux neuf. Je me suis dit voilà, ça va plus combiner, ça va moins chercher un mec en pivot. J'étais un peu rassuré. Je me suis trompé. Mais ouais, Morata, grosse cote en Italie. Voilà, quand on a commencé à parler qu'il irait peut-être au Milan, à Naples, c'était l'effervescence et l'excitation. Vraiment adoré en Italie. Est-ce que ça va conforter Lopetegui dans ça va conforter Lopetegui dans le rôle de super personne, Benoît?
Il y a Anthony qui nous demande si on peut lui expliquer si Diego Costa va revenir dans le groupe ou pas. Bah, Diego Costa, déjà, il faudrait qu'il rentre de vacances. Voilà, Et voilà, ça traîne un peu, quoi. faut qu'il revienne Moi, déjà. personnellement, avant le match, déjà, je me suis dit, Morata, il a dû prendre un coup derrière le casque, avoir la composition. Le type, il est au Real Madrid. Il n'arrive pas à repasser devant Benzema. Il n'est pas arrivé une fois, il n'arrive pas la deuxième fois. Il part pour être titulaire à Chelsea. Maintenant qu'il est titulaire, tu dis, ouais, Diego Costa n'est pas là. Tu dis, oh, ben, il va être neuf, quoi. Eh ben non, il faut neuf, et lui, il est sur le banc. Bon, finalement, il marque, mais est-ce que finalement, son but va peut-être le desservir au final, parce que Lopetegui va considérer que, s'il sort du banc et qu'il marque, autant faire jouer comme ça, quoi. Peu titulaire, faire jouer 1 heure, et il sortir, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur son premier ballon, Morata il s'est fait bouffer à la vitesse par Barzagli en vitesse pure, c'était assez marrant quand même. Et puis ça fera pied gauche juste derrière. Non, mais c'est un joueur qui a trop de lacunes. Trop de lacunes. T'as rigolé voilà, du match. Ça, c'est le seul moment qui m'a fait plaisir. Bruno Ben qui parlait. Ouais, vas-y Ben, vas-y. Non, moi je disais rien, sur le coup. Non, mais Ah bon, Bruno. je disais juste qu'il a, ouais, ça peut être un très bon impact player. C'est quand même, on parle pas de n'importe qui, quand même un joueur si t'es apprécié à Juventus. À Madrid, ça a été un remplaçant, mais il a quand même joué un rôle très important. Je pense que il y a pas mal de gens qui le prennent un peu pour un tocard. C'est quand même un très bon attaquant. Maintenant, il a trop de lacunes techniques, il a trop de déchets dans son jeu pour l'idée de jeu que l'Espagne veut avoir. Alors, je sais que Maxi, s'il nous écoute, là, il serait pas trop d'accord, mais ça peut être un très bon impact player. Et à partir du moment où on arrive à avoir une équipe qui tient la route et qui se sent à l'aise dans un système sans lui, et que lui, dans les dernières demi-heures ou derniers tiers du match, il peut faire quelque chose, pourquoi pas. Après, une sélection, tu peux être très bon en club et avoir un rôle différent en sélection. Moi, Tu peux être. Vas-y, Ben. Non, mais pour moi, comme sur Morata. Non, Alors, j'y vais. Sur Morata, je suis mitigé. Donc, il a encore beaucoup de lacunes. C'est encore un joueur qui est entre guillemets en formation. Il faut qu'il se lance, faut qu'il arrive à devenir titulaire dans un gros club et qu'il enchaîne des grosses performances. Mais il a quand même un profil qui manque à la Roja, pour moi. Parce que Diego Costa, il pourra jamais avoir développé sa vraie palette technique parce que ça restera un bon neuf et un finisseur hors pair, mais ça restera un gros bourrin qui met des gros coups et qui n'arrive pas à faire à bien manier le ballon, à servir de pivot, à essayer de faire des décalages, à jouer des petits espaces. Pour moi, il n'y arrivera plus. Donc Morata, il peut arriver à développer ce côté-là sans être un excellent joueur pour proposer un autre rôle, un autre profil, pour avoir plusieurs cartes en main. Et ce qui est très intéressant pour Lopetegui, c'est qu'il peut jouer sans neuf, il peut jouer avec un faux neuf, il peut jouer avec Morata. Ça donne des cartes en main qui peut brouiller les pistes et qui peut te permettre d'avoir, si jamais ça marche, si un plan marche pas, d'avoir un plan de secours, un plan B, un plan A. Donc pour moi, c'est important de garder quand même Morata sur le coude et de pas le cantonner juste à un rôle de super sub, de remplaçant de luxe. On va passer maintenant à celui qui a été homme du match. Je pense que c'est unanime. Francisco Alarcón, dit Isco, qui a régalé ce soir. C'est peut-être le meilleur match de sa carrière, tout simplement, celui-là. Alors oui, moi ça fait, je crois que depuis son arrivée au Real que je dis que ça va être un milieu hors norme. Là on l'a vu ce soir, ses transmissions, ses déplacements, ses contrôles, sa façon de jouer, mais c'est juste, c'est un pur régal. Je pense que tout amoureux de football voit Isco jouer, il se met vite en transe, je pense. C'est un joueur qui a beaucoup évolué, je pense, et surtout sous le jeu de Zizou. Le jeu de Zizou, c'est un jeu qui amène de la créativité, et c'est un joueur comme Isco qu'il faut, c'est un joueur comme Isco qui est assez créatif, qui, je pense, apporte beaucoup au football. Que dire de plus de ce joueur à part qu'il est excellent? Moi j'en perds mes mots tellement ce soir ça a été magnifique. Il est très polyvalent, il faut dire qu'il peut jouer partout. Après son vrai poste c'est là où il s'élève, c'est en 10. On l'a vu au Real que c'est là où il a été vraiment révélé, je pense. Et il n'a pas fini de nous régaler, mais franchement
fait une force que d'avoir ce joueur-là au Real et en Espagne. Et je trouve qu'au Real, il mérite sa place de titulaire. Je trouve que Bale est moins performant ces derniers matchs et que Giroud devrait laisser beaucoup plus de champ à Isco parce que quand il le laisse faire, c'est magique. Bruno, comment tu vois cette transformation d'Isco? Parce qu'il faut quand même rappeler que Isco, Ancelotti a lui donné les clés du jeu du Real, il n'est pas arrivé. Benitez non plus. Zidane, au début, pendant le premier mois, a voulu l'introduire meneur de jeu, ça n'avait pas marché. Et là, depuis que Zidane a plus ou moins instauré un plan B au Real Madrid, Isco s'est mis à travailler, il a maigri, et puis maintenant, il est titulaire en puissance. Ouais, je crois que ce sera forcément un match qui va compter dans sa carrière. J'ai vérifié par curiosité parce que j'étais pas sûr, mais voilà, c'est un garçon qui a tout juste 20 sélections. Alors quand on prend en considération la concurrence du football espagnol, les garçons qui a à son poste, la génération aussi après laquelle il arrive, qui est une très grosse génération, et son talent, bon ben c'est pas si énorme que ça. Concernant les coachs et les entraîneurs qu'il a eu, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Plus que les schémas, plus que les consignes, plus que tout ça, c'est vraiment la confiance qui l'anime. Se retourner, il n'a pas peur de recevoir le ballon dos au jeu avec un ou deux garçons sur le dos. Il n'a pas peur de jouer pied gauche, de frapper pied gauche, de tenter. Ça rappelle ses meilleurs matchs à Malaga avec un niveau encore au-dessus parce que Isco, c'est un peu la caricature du footballeur espagnol un peu feignant, qui a du talent, mais qui est feignant, qui joue 15 minutes, 20 minutes, un coup de rein. Là, il a appris à jouer pendant plus que ça, et il joue juste. Donc, tu sais, la dernière fois, j'en parlais un peu avec un collègue, on parlait de Guti, par exemple. Guti, sur le talent, il avait pas beaucoup de choses à envier aux autres. Par contre, c'était un gros feignant, Guti. Bon, après, l'hygiène de vie, je parle pas de tout ça. Et Isco, il est arrivé à un tournant où soit il restait un joueur juste talentueux comme ça, ou un gagnant. Et là, en ce moment, il devient gagnant parce que l'équipe de Zidane, c'est une équipe de gagnants. Mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il arrive à gagner en régularité. Et je peux faire une analogie avec le tournant qui est en train de vivre Marco Verratti sur l'histoire. Marco, c'est un mec qui a un gros talent. Mais il va falloir qu'il arrive à passer ce cap et arriver à prendre le bon tournant en se mettant au travail, en se mettant à calmer son hygiène de vie, à se mettre vraiment à dire qu'il faut qu'il se fasse mal, pendant 4 10 minutes pour pouvoir rayonner pendant tout le match, et pas être là juste un mec qui fait des fulgurances et qui disparaît pendant 30-35 minutes et qu'on le revoit plus. Et Isco a réussi à prendre ce tournant-là. En plus, il a fait le plein de confiance sous Zidane où il tente tout, il réussit tout, donc il tente encore plus, il sait encore plus. Donc il rayonne pendant 90 minutes, mais c'est vrai que ce match-là, il est compliqué de pas tirer, de pas aimer son match, quoi, de pas apprécier tout ce qu'il a fait parce qu'il fait bien. Oui, moi par exemple, Isco, je l'ai vu démarrer avec Valence. Donc j'ai toujours été très exigeant avec ce joueur. Petit club de la Liga, hein, pour ceux qui connaissent pas. Comment? J'ai dit un petit club de Liga espagnole, pour ceux qui connaissent pas, faut préciser, François, Valence. Ouais, Valence, c'est juste en dessous de Rétal. Voilà, donc j'ai vu ses premiers matchs. Il est parti assez salement à Malaga. Bref, et donc bon, j'en tiens un peu au rancœur et bon, j'ai souvent été très exigeant, voire injuste avec lui, parce que ce mec-là a beaucoup de ballons, sauf que quand il est arrivé à Madrid, il est arrivé un peu dans le costume de la petite star de Malaga. Il a beaucoup dépensé sa jeunesse dans les discothèques de Madrid. Il a pris du poids et c'était vraiment. Et dès qu'il faisait un quart d'heure, ça devenait. Vous allez voir comment il est fort. Mais si t'es fort un quart d'heure tous les 10 matchs, voilà, c'est ça. C'est cool, quoi. Mais bon, ça vaut rien, quoi. C'est juste pour faire des vidéos YouTube. Et justement, ce qui était intéressant ce soir, c'est que en face d'Isco, il y avait Marco Verratti. Et tu as la différence entre un joueur qui s'est pris en main, qui a compris que s'il continuait, il allait gâcher sa carrière, alors qu'il avait un grand potentiel et que tout le monde lui prédisait monts et merveilles. Et tu as Verratti, qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas d'hygiène de vie, qui pense que c'est arrivé, qui compte que sur son talent. Sur le deuxième but, c'était terrible, Nico. Ouais, c'est atroce. Il se fait humilier, quoi.
Nico, ça va aller, Nico. Il prend non, mais Nico, il lui met le crochet sur le but. Sur le deuxième but, où il y a 10 bords, il prend le petit pot, il prend le sombrero, il prend le contact. Non, mais la vérité, c'est que Verratti, la façon dont il a pu se rendre le plus utile, ça aurait été en découpant Isco. Il se prenait rouge, mais il faisait sortir Isco et il avait réussi son match. Franchement, quand Isco il sort, je me dis, j'ai envie de l'applaudir, mais je vais pas le faire. Et pourquoi Verratti l'a pas découpé en se sacrifiant? Il fallait le terminer. Enfin, il était monstrueux. Ça fait longtemps, depuis le dernier match que j'ai vu, là, je regarde l'année dernière, 2016-2017, un mec qui m'est autant impressionné sur un match, aussi bien au milieu de terrain que devant, derrière les attaquants. Franchement, il n'y a rien qui m'est à l'esprit. Il était vraiment monstrueux. Mais après aussi, Verratti, à part prendre un carton jaune débile d'entrée de jeu, est-ce que je suis d'accord, il n'y avait pas d'adversité au final? Parce que déjà, le milieu de terrain était garni, et puis si tu as un bodyguard comme ça, Isco, il n'y a personne, quoi. C'est comme s'il avait affronté un fantôme, quoi. Bah, il s'en est amusé, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que le système de faux neuf, ça lui sert à Isco, parce que les lignes elles sont encore plus resserrées et du coup Verratti ou le milieu italien quand ils sortent, il y a quelqu'un dans leur dos en permanence. Donc ça n'a pas été qu'un individuel et avec un schéma sur lequel Isco s'est baladé facilement comme ça. Il y a beaucoup de fausses pistes et la force du système italien lorsqu'on les a rencontrés l'an passé, c'était la supériorité numérique. Et là, pour le coup, ça s'est pas vu. Je posais la question qui peut fâcher. Nicolas, le match de Buffon et Bonucci. Le match de Buffon, le coup franc, tu sens que s'il fait un pas de plus sur le côté, il peut mieux sauter, il peut l'avoir. Voilà, il n'a pas été extraordinaire. Moi, je trouve pas qu'il a fait un match scandaleux non plus. La passe en retraite de Verratti qui contrôle pas. Verratti lui envoie une espèce de truc qui rebondit sur son pied gauche. Voilà, il a pas fait un grand match, mais c'est pas non plus. Voilà, ça arrive. Après, évidemment, il y a Donnarumma juste derrière, qui a les dents bien longues. Je pense que Buffon 2018, 2018 il va se retirer, ce sera très bien pour tout le monde. Mais il est pas honteux ce soir. Bonucci, par contre, fautif sur le premier but selon Doxis qui nous parle sur le chat. C'est lui qui fait la faute sur le coup franc, il me semble. La faute où il y a le coup franc qui est transformé. Oui. Voilà. Et puis après, les deux autres, j'ai pas en tête. Le deuxième, il fait partie des mecs qui sont enrhumés. Ou en tout cas il est absent, et sur le troisième il couvre ni le centreur qui est Sergio Ramos, ni la pointe, ni anticipe, il anticipe ni centre, ni le coupe, et Barzagli derrière il est trop court pour empêcher Morata de pousser le ballon, et il a été un peu en retard sur tout, et puis il a fait des mauvaises ouvertures de jeu. Normalement sa force Bonucci c'est les ouvertures, les changements d'aile, lancer des attaquants en profondeur. Là, il a loupé beaucoup de ballons, il a perdu des ballons, il a envoyé des saucisses en 6 mètres. Il est pas encore à 100% depuis la reprise. Justement, ça c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris dans la tactique de Ventura, c'est qu'ils sont joués dans le domaine, dans le registre de Ramos. Ouais, ils ont joué en l'air. Avec du duel, des trucs comme ça. Et à la fin, Ramos à la fin, j'ai fait une passe D, et après il est pas loin de si cadre sa frappe du gauche, là je cassais la télé. Parce que si le jour où Ramos met une frappe en lucarne pied gauche, là il doit rien lui arriver au gars, tu vois, là c'est bon. Tu vois. Là, il rentre chez lui, sa femme elle est enceinte de quintuplé, tu vois, c'est un truc de malade, tu vois. Il y a tous les astres alignés, tu vois. Et comment parce que oui, Bonucci, il s'est envoyé un paquet de ballons devant en l'air, alors que c'est la principale force du duo Piqué-Ramos, quoi. Ouais. Je te dis, ils ont vraiment tout fait à l'envers. Ils ont ouvert le milieu, alors qu'en 2016, c'est là qu'ils étaient forts. On était 5 au milieu de terrain à bouffer l'Espagnol. Devant, on envoyait des longs ballons, alors que t'avais des mecs sur les côtés qui étaient là pour dédoubler, pour créer quelque chose, pour envoyer des centres. Voilà, il y a eu une tête dangereuse de Belotti sur quasiment son premier ballon touché. Et voilà, vraiment tout à l'envers, rien n'a marché. Ouais. J'en peux plus.
Je sais plus si c'est Bruno ou Benjamin qui avait la stat sur les ballons touchés par Belotti par rapport à ceux de Villa. Qui peut te dire ça? Bilal a touché 3 ballons, Belotti en a touché 9, C'est ça. et Morata a touché 3 ballons de plus que Belotti par exemple. Ouais, Tout le match. ouais, sur tout le match. Mais ce qu'il faut préciser, et je me souviens très bien du système de jeu italien, c'est que par exemple dans leur transition, ils touchaient très rapidement les hommes de côté et parfois même aveuglément les joueurs de côté touchaient ensuite la pointe qui était Pelé. Ouais, voilà, merci Pelé. Ou des fois après il y avait l'électron libre Eder qui était là. Et donc ça permettait très vite comme ça de se mettre dans le sens du jeu. Tu vois, et les Espagnols, je me souviens, on avait couru dans le vent parce que pendant 90 minutes, on n'avait pas compris ça. Tu vois, ce fait de vite jouer sur la pointe à partir des ailiers pour se mettre face au jeu. Et là on n'a pas trouvé ça. Après, pour les nombres de ballons touchés par Belotti, bon, après 25 minutes de jeu, la tête elle peut finir au fond, ça peut changer quand même aussi le scénario du match, tu vois. Je pense pas que dans l'élaboration du jeu, toucher régulièrement Belotti, c'était une idée. Maintenant, oui, 9, ça reste quand même très très maigre. Bruno, je te coupe. Si la prochaine fois tu dois faire une phrase, si met le but, ça change tout, il faut que tu le dises avec l'accent de Roland Courbis. Parce que sinon, c'est pas validé. Sinon. Non, mais tu vois, c'est vrai, parce qu'on regarde là, 3-0, ça s'est baladé, c'était facile, si, là, tu vois. Et un peu piqué, Ramos, magnifique, ça s'est régalé. Ouais, bon, l'air de rien, sur le coup, Belotti il joue bien le coup, il peut lui mettre au fond, tu vois. Bruno, ce que je veux. Non, mais tu es en train de m'expliquer qu'il avait un physique particulier. Moi, je trouve pas. Alors, quand Bruno imite Roland Courbis, c'est la voix de Didier Deschamps. Ah, c'est jamais trop évident, vous savez. Bien. Bon, on fera les bar mitzvahs un peu plus tard. On va avancer le futur des deux sélections. À la fois dans ce groupe de qualification et dans le jeu. Est-ce que ça peut être une sorte de cadeau empoisonné pour l'Espagne et Lopetegui, cette tactique en faux neuf, Soledad? Bon, c'est vrai que sur un seul match, c'est difficile de juger si ça va continuer à marcher. Mais comme on l'a dit précédemment, ça n'a pas marché seulement 15 ou 45 minutes, ça a marché quand même 90 minutes. Et quand on voit ce qu'a fourni Isco, encore Asensio, encore Silva sur le terrain, bon, on est amené à se dire quand même, ça peut fonctionner. Pourquoi pas? Je pense pas que ça soit un frein. Au contraire, on a vu que ça marchait. Après, comme on l'a dit sur le coup au cas où il y a Morata, il y a des solutions de rechange qui font que c'est pas, on peut avoir quand même confiance. Sinon, ça aurait, je pense, pas marché pendant 90 minutes. C'est ça qui est pour moi le plus fou, c'est que ça a vraiment marché jusqu'au bout. Il n'y a pas eu un moment où ça n'a pas marché. Donc bon, après, ça peut changer, mais pour l'instant, au vu de cette prestation, je pense qu'on peut avoir confiance en ce système de faux neuf. Ça peut marcher. Bruno? Oui, bah, quelque chose qui est très simple. Les joueurs qui ont été alignés ce soir, lors du prochain match international, et que je sais pas, il va aligner Morata, ou même dans les prochains mois, qu'il va rappeler Diego Costa, tu vas dire, bon, écoute, Isco, t'as fait un gros match, mais quand même, parce qu'en face, on va jouer avec un type de surface, ou tu vas dire à Asensio, ou tu vas dire à Iniesta, tu peux pas. Tu es obligé aussi de t'appuyer sur ce que les garçons font en sélection et sur ce qu'ils font de bien. Et aujourd'hui, tu as des garçons qui ont marqué des points. Donc tu seras obligé de t'appuyer, ou en tout cas d'essayer de pérenniser cette idée-là sur plusieurs rencontres. Les garçons qui auront participé à la qualification de l'Espagne, si elle se confirme, il ne faudra pas les oublier. Et ça nous renvoie forcément aux premières sélections de Diego Costa, quand on avait balayé notre histoire, Fernando Torres et David Villa, pour faire place neuve à Diego Costa. J'espère qu'on ne répétera pas cette erreur. J'ai rien contre Diego Costa, mais c'est sur le mécanisme. Des garçons méritants qui d'un coup vont devoir céder sa place à d'autres joueurs parce qu'ils ont bien marché en club. Ben non. Oui, mais ça a marché. Ça a bien marché, Costa, non? Non.
Avec Lopetegui, ça marquait en tout cas. Avec Del Bosque, c'était autre chose. Mais Oui, Oui, non, mais enfin, je rappelle je Ça- rappelle le mécanisme avec Del Bosque. Voilà. Del Bosque a littéralement levé David Villa et Torres pour installer Diego Costa en pointe. Je vais pas refaire tout le débat dessus. À partir du moment où tu as des joueurs et une sélection qui s'exprime bien sans avoir un 9 référent, si ça se confirme encore un ou deux matchs, eh ben comment tu vas vouloir les lever, ces garçons-là? Comment est-ce que tu vas l'expliquer? Tu vas encore te tirer une balle dans le pied. Sans les lever, comme il y a raison, Bruno, si le système de faux neuf continue et perdure là-dedans, et ça permet à l'Espagne de se qualifier et de continuer à faire des performances comme ce soir, bien sûr qu'il ne faudra pas faire table rase du passé et changer d'un coup. Mais il va falloir quand même toujours garder un système de secours avec une pointe, avec un neuf. Oui, Benjamin, je suis d'accord avec toi. Ça doit être une panoplie. Tu dois avoir une panoplie élargie. Autant on ne doit pas faire table rase tout d'un coup, autant on ne doit pas finir par s'enfermer dans un système qui va bloquer, qui va peut-être permettre à l'Espagne de se renfermer dans un système qui lui a fait du mal aussi à un moment, où elle n'arrivait pas à se ressortir de certaines situations, elle s'était appuyée sur ses acquis, et il n'y avait plus la flamme qu'il y avait au départ. Donc c'est surtout, c'est ce que Lopetegui va être important à faire, c'est doser les systèmes, pour contenter tout le monde et que tout le monde soit impliqué dans la sélection. C'est ça qui est important et c'est là où ce sont un de ses prochains travaux. Ouais, mais Benjamin, je te pose la question. Qu'est-ce qui est l'enseignement le plus fort? 80 minutes comme ça face à l'Italie ou 3 buts de Diego Costa face au Liechtenstein? Ah non, mais bien sûr, là c'est pour ça qu'il faut toujours garder ça. Mais il faut toujours se garder quand même une autre carte. Mais bien sûr, pour l'instant ça marche bien. Donc le Petit va pas se dire dans 3 jours, je balance tout par la fenêtre, je mets Morata et Costa en pointe. Je pense pas, enfin j'espère pas, sinon il n'aura pas compris le truc. Mais il va falloir quand même essayer d'autres trucs pour avoir plusieurs cartes en main. Oui. Parce que sur une compétition, on l'a. Dis-moi, Raphaël. Ouais. On fait un peu de la fiction. On est en mai 2018 et Lopetegui doit faire sa liste. Est-ce que vous prenez Diego Costa dans le groupe? Non. C'est trop loin, on peut pas répondre. C'est trop loin, mais moi sur le coup, là, si on se calque et on prend le moment-là en disant voilà, on est en mai, pour moi, je suis pas sûr qu'il soit dedans. Alors, je demande ça parce que ce match-là va être un élément fondateur de l'ère Lopetegui déjà, et Costa n'y est pas. Costa n'a pas trop la cote non plus parce que, comme on dirait en Italie, c'est un Oriundo. Il est naturalisé. Donc, est-ce que tu peux priver des joueurs imagine Villa est encore dans le coup, Adou il est encore dans le coup, sachant que eux, tu sais très bien qu'ils vont rentrer dans le moule. Est-ce que tu prends le risque de ne pas mettre titulaire Diego Costa? Parce que c'est surtout ça, parce que Diego Costa, Morata, peut-être ce qu'il peut s'y faire à être remplaçant. Est-ce que tu prends ce risque-là? Franchement, moi non. Surtout quand on sait comment Costa peut te pourrir un vestiaire et peut péter des câbles, c'est trop compliqué de partir avec un Costa que tu peux pas annoncer titulaire indiscutable en pointe. Pour moi, c'est se tirer vraiment, c'est partir à l'abordage pour pouvoir faire exploser le groupe en 2 semaines, quoi. Et que tu aies un groupe qui soit totalement éparpillé, et que tu aies plus personne qui soit concentré sur l'objectif qui est de remporter la Coupe du Monde, donc c'est se mettre en danger. Sur les dates? pour moi, bon, c'est encore trop tôt pour le dire, mais vu qu'on a un système quand même qui marche bien, tout changer et mettre Diego Costa maintenant, je sais pas si c'est une bonne idée, ça ferait encore pour moi des tests, on va dire ça comme ça. Pour moi, je le mettrais pas. Je garderai ce qu'on a déjà, mais bon, c'est encore vraiment trop tôt pour le dire. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici l'an prochain, mais dans l'immédiat, non. Pas avec ce qui s'est vu ce soir, franchement, non. Bruno? Avec l'intégration de Carlos Soler, ça risque d'être difficile ensuite pour lui. Voilà.
Non, mais il faut pas diaboliser Diego Costa. Ça reste quand même un très très bon attaquant. C'est pas n'importe qui, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se baser sur ce que les joueurs font maintenant en sélection. Et si Diego Costa fait une saison complète et qu'il mérite d'être sélectionné, il sera appelé. Mais si dans la hiérarchie, il doit être le second choix ou le troisième choix, eh ben soit. Voilà, tout simplement. Nicolas, à propos de la qualification directe pour l'Italie, ça semble un petit peu compliqué maintenant. Comment tu vois la suite, sachant qu'il devrait y avoir un barrage pour la nationale? Bon bah ouais, la qualification directe c'est cuit, l'Espagne ne va pas faire de faux pas. L'Italie, il reste 2 matchs à domicile, Israël, la Macédoine. Voilà, je vois pas quand même 2 bavures et se terminer derrière l'Albanie, ça me semble quand même très improbable. L'important c'est vraiment faire 2 victoires pour être dans les meilleurs deuxièmes. Et les barrages, voilà, après ça dépend. Je sais pas si c'est par tirage au sort. Si c'est tirage au sort, si on se trouve contre une grosse équipe qui a fini seconde, ça peut être compliqué. Après, je pense que dans les matchs, voilà, ils seront protégés, mais de toute façon, je vois pas l'Italie perdre dans un barrage d'accession à la Coupe du Monde. Mais le plus gros problème, c'est limite, c'est pas ça. Enfin, si, il faut se qualifier pour la Coupe du Monde, mais là maintenant, on a bien compris que le 4-2-4 que Ventura essaye de vendre depuis plusieurs mois, voire depuis qu'il est arrivé, c'est fini, il faut arrêter, ça marche pas contre les grosses équipes. En plus, on a bien vu comment le stopper, c'est pas très compliqué. Donc voilà, il y a une grosse remise en question sur quel système. Est-ce qu'on repasse à une pointe? Voilà, de toute façon, il faut ajouter plus de densité au milieu de terrain. Et puis voilà, et dans les 6 mois, 1 an à venir, au niveau des joueurs, il y en a, ça commence à vieillir. Barzagli, il a 37 ans. Buffon, 2018, est-ce qu'il doit être titulaire à la Coupe du Monde? Voilà, est-ce qu'il fait... bah voilà, il fait un match moyen ce soir, mais voilà, s'il fait une grosse saison, il n'y aura pas de question, mais ça vieillit. Zaza, il est toujours dans les petits papiers? Pardon? Zaza, il est toujours dans les petits papiers de la sélection ou pas du tout? J'ai pas suivi. Pas vraiment. Bah, je pense qu'il est encore en contact, mais il est pas dans la liste. Et voilà, je pense que attendre de voir la saison qu'il fait. Mais là, pour l'instant, au niveau de l'attaque, c'est pas trop problème. La question, c'est faut rajouter un mec au milieu. Qu'est-ce que tu fais de la défense? Est-ce que tu repasses à 3, enfin 3-5 modulables? Voilà. Est-ce que tu rappelles des grognards que tu mets titulaire au milieu de terrain? Moi, je pense beaucoup à Parolo. Parolo qui a fait un euro extraordinaire avec Giaccherini aussi. Et voilà. Et est-ce qu'on se dit, bah, on va essayer d'arrêter, c'est-à-dire attaquer de manière un peu démesurée en mettant 4 mecs et revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable, déjà pour assurer la qualification mondiale, et après se laisser le temps de voir fin 2017 et en 2018 quel est le meilleur système. Mais là, le 4-2-4, c'est fini, il faut arrêter. Ouais, parce que avant la blessure de Chiellini, ça a annoncé une équipe en 3-4-3. Est-ce que moi, ça me semble light aussi pour même 3-4-3. T'en penses quoi? Le 3-4-3 qui était annoncé, c'était déjà un peu plus solide au milieu de terrain, mais pareil. Le problème, c'est que sur ce schéma-là, t'as beaucoup de mecs sur les côtés, t'en as 2 sur chaque côté, et au milieu, bah, tu te retrouves avec 3 milieux, mais en fait, un qui était quasiment avec les attaquants ou derrière les attaquants, et du coup, bah, tu te retrouves avec 2 mecs qui étaient un peu tout seuls au milieu, parce que sur les côtés, c'était super écarté, parce que le 3-4-3, il joue beaucoup sur les ailes, et voilà, le problème, c'est vraiment, il faut mettre un troisième mec, un troisième milieu central défensif pour tenir la baraque. Et la force de l'Italie, alors, à ressortir vite les ballons, à jouer au milieu, à repartir sur les ailes et à trouver les attaquants. Mais si t'as personne au milieu, tu peux pas ressortir ni proprement les ballons, ni après gérer le jeu derrière les attaquants. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut s'interroger sur peut-être plus l'état physique des joueurs italiens? Voilà, je vais pas tomber dans la phrase toute faite de la grosse préparation à l'italienne avec voilà, une grosse charge qui est à digérer, mais sur le plan physique aussi, j'ai pas senti les Italiens très frais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ils avaient l'air un peu en retard défensivement déjà sur l'anticipation, et puis dans les duels, ils se sont fait quand même bien bouger. Voilà, ouais. Devant Insigne et Candreva, ils sont quand même fait un peu maîtriser aussi bien en vitesse qu'en physique par des mecs qui sont censés être
moins rapides. Et voilà, Belotti, Mobilé, on les a pas beaucoup vus se démarquer, chercher les ballons. Je sais pas, est-ce que c'est un peu ils sont un peu cuits post reprise. Voilà, il y a un petit coup de mou après un mois de reprise, enfin 2-3 semaines de reprise, je sais pas. Je sais pas la préparation, comment ça s'est passé. On va bien vite voir contre l'Israël la semaine prochaine. S'ils se sont pas repris, ce sera encore plus inquiétant. C'est mardi. S'ils se font bouger, faudra voir un petit peu tout ça. Et même Buffon. Ben, tu parles de la préparation italienne. Au Real Madrid, c'est Pintus qui fait la préparation. Et les mecs étaient chauds. Hein. Mais oui, c'est vrai que sur le coup, la préparation, enfin, le niveau physique des joueurs italiens sur la globalité, c'est vraiment, c'est inquiétant. C'est sans dire inquiétant, mais sur le coup, c'est vrai que les sentir autant largués en début de saison, c'est quand même particulier. C'est pas un match de fin de saison, puis ils sont un peu là, les autant loin, alors que pourtant c'est là qu'ils doivent commencer à être chauds, non? Je sais pas, c'est bizarre. Après, tu as des degrés de préparation différents. Tu avais des barrages de Ligue des Champions, des barrages de Ligue Europa. L'air de rien, ça peut jouer aussi. C'est une petite impression. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Je sais pas si Nico a des échos sur des garçons qui étaient un petit peu incertains, avec des douleurs ou qui étaient absents avec leur club lors des derniers week-ends. Mais voilà, j'ai ressenti ça. Déjà, Spinazzola, qui est arrière gauche, il a quasiment pas joué un match depuis le début de la saison. Parce que il y avait des histoires, il appartient à la Juve, mais il est prêté 2 ans à l'Atalanta, mais on savait pas s'il allait quand même revenir à la Juve, et du coup il a pas joué. Voilà. Belotti, il a fait un début de saison un peu poussif, il a mis qu'un but. Les premiers matchs, il était pas forcément au top physiquement. Barzagli, il est pas titulaire à la Juve et puis il a 37 ans. Bonucci, il a connu un été compliqué. Je pense que voilà, il a repris un peu plus tard que tout le monde aussi. Darmian, il est censé être encore à Manchester, mais est-ce qu'il est encore dans le groupe, on sait même pas. Ouais, je pense qu'il y a des mecs qui étaient un peu à court de rythme, peut-être. Et ça s'est ressenti, c'est vrai que ça s'est ressenti le premier quart d'heure. Après, ils sont légèrement repris physiquement, mais c'était vraiment à la ramasse. Et puis, les Espagnols, ils faisaient une accélération, t'as l'impression qu'ils se prenaient 2 mètres sur la première foulée, quoi. Il y a Doxis qui nous précise, pardon François, juste sur le chat, Doxis nous précise que Bonucci revenait depuis peu à Milan, et je crois qu'il a raison. Effectivement. Avant de refermer, on va faire un dernier tour de table. Entre Euro 2016, 8e de finale, Espagne-Italie, et 2 septembre 2017, Espagne-Italie, qu'est-ce qui a changé sur les dates en un seul mot rapide? En un seul mot rapide, ce qui a changé, une équipe d'Espagne plus organisée et avec beaucoup plus de maîtrise, je pense. Bruno. Le sélectionneur. J'ai déjà pareil, Bruno, arrête-toi. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est le style de jeu. Enfin, on a 2 cycles qui sont totalement différents. On a une Espagne qui redevient plus conquérante, qui retrouve ses bases de jeu. Et on a une Italie qui a fait table rase de ce qui a fait sa force à l'Euro. Et qui se cherche énormément et qui est en train de se détruire totalement, alors qu'ils avaient une belle base pour construire quelque chose. Ouais, pendant l'Euro, les joueurs espagnols demandaient à ce qu'il y ait plus de folie, un peu moins de toque comme avant. Est-ce que c'est validé? Est-ce que Lopetegui a entendu ça pour vous? Oui, mais c'est quelque chose qu'il faut cultiver, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mesurer aussi peu à peu. C'est pas juste jouer, allez-y, régalez-vous, et puis voilà. Ça passe par des consignes, parce qu'on croit que l'Espagne laisse assez balader, on croit que c'est la liberté, on croit que les mecs ils sont libres d'aller à droite, à gauche. Non, c'est pas ça quand même. Il y a un travail de fond. Alors il y a encore des choses à améliorer, mais Lopetegui, il avait su faire jouer les jeunes, il avait su être exigeant, et on dirait qu'il prend le même chemin avec Lara. Maintenant, ça fait qu'un an. Faut attendre. Et pour toi, Nicolas? Pour moi, comme Bruno, malheureusement, je dirais le sélectionneur. De Conte à l'Euro 2016, t'avais l'impression qu'il y avait un lien extraordinaire, l'équipe qui défendait ensemble, qui remontait ensemble, qui sortait les ballons ensemble. Tout était connecté, tout le monde savait où était son partenaire à tout instant. Et là, t'as l'impression qu'il n'y a plus les mêmes efforts, il n'y a plus le même esprit de groupe.
Je dis pas qu'il y a des problèmes en interne ou quoi, je dis juste que t'as l'impression que les mecs ils sont moins concernés. Verratti, il y a plein d'actions, il attend une faute, il reste couché par terre alors que les Espagnols ils sont en train de contrer. Voilà, ça arrive aussi avec Insigne qui a pas fait tous les efforts. Voilà, ouais, je pense que l'état d'esprit a un peu changé, peut-être qu'il y a un petit relâchement, le début stress aussi avant la rencontre de jouer Espagne en Espagne, je sais pas. Est-ce que, je te pose une dernière, pardon François, juste une question à Nico. Est-ce que sur le plan tactique pur, en Italie, quel écho on a de Ventura avec la sélection, on s'entend? Bah, On sait que Conte c'était quelqu'un qui savait faire déjouer, mais pas uniquement, quelqu'un quand même qui a des idées, tu vois. Est-ce que Ventura on le perçoit comme ça aussi? Non, Ventura. En gros, quand il est arrivé, il y avait plutôt des bonnes impressions, même si on se disait, bah, le mec, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie à part monter un club ou deux en Serie A et faire une bonne saison avec le Torino. Voilà, quand tu penses à Ventura, tu te dis pas, il a un plan de jeu précis. Conte, tu vois tout de suite comment il joue. Récupération, subir, limite avec plaisir pour mieux contrer. Ventura, il n'y a pas un schéma défini. Tu vois, quand il a repris l'Italie, au début, il faisait des 3-5-2, 5-3-2 un peu à la Conte. Après, il est passé sur son 4-2-4 incompréhensible. Il a pas une identité tactique très définie. Voilà, c'est ta question. Ok. Alors, depuis 70, l'Italie est en finale de la Coupe du Monde tous les 12 ans. Donc, normalement, c'est 2018. Nicolas, est-ce que ce soir, tu crois que la série va se poursuivre? Bah, je viens de lire que Ventura avait dit que l'Italie serait une très belle surprise à la Coupe du Monde. C'est bien qu'il soit confiant. Est-ce qu'il est confiant sur le fait que c'est lui qui l'amènera? Ça, c'est à voir. Mais bien sûr, ça peut être une surprise. On dit toujours l'Italie, dans les grandes compétitions, elle ne montre pas le même visage, elle est différente. C'est vrai. C'est vrai, hein. Elle peut sublimer. Il peut y avoir un joueur ou deux qui deviennent des top players ou qui font vraiment une compétition complètement dingue. Voilà, moi je suis pas confiant, mais si elle se qualifie pour la Coupe du Monde, tout est possible. Il est 23h50, on va remercier Nicolas Baz de Serie A Mon Amour d'être venu avec nous sans pleurer, sans larmes. Ouais, avec plaisir. Avec le cœur qui saigne. Ouais, les 98 ont été particulièrement. Elles ont compté deux doubles très bon. pour les Italiens. Très très bon. Merci à toi. Merci à Soledad. De rien, avec plaisir. Toujours cool. C'est bien, tu n'as pas trop humilié les Italiens du plateau ce soir. Félicitations. Oh, vous êtes gentil quand même, mais bon, c'est pas de ma faute là. Hein, pour le coup. Non mais sinon on aurait fait Tassotti contre Luis Enrique, donc Bruno, mais non. Bruno, buenas noches. Bah, tu vois, après le licenciement de Cata Diaz, voilà une bonne nouvelle. Je vais pouvoir dormir tranquille. Tu pourras le voir à Fuenlabrada en 3e division à Madrid. Ah, mais je compte sur Benjamin pour me trouver des... Ah non, faut pas parler de stream illégal. Mince, pardon. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Le replay du podcast sera disponible d'ici quelques minutes. Vous pouvez suivre notre chaîne YouTube, nous suivre sur Twitter, sur Facebook et également lire nos articles. On va quand même faire quelques petites vidéos la semaine prochaine. On espère que ça va vous plaire. Prochain podcast lundi à 20h. On cherche encore notre invité. On a bon espoir. Restez connectés et puis on vous en parlera. N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux, que vous soyez espagnol, italien ou simple supporter neutre. Juste préciser que l'invité du podcast ne sera pas celui qui a mis des petits ponts à Verratti ce soir. Voilà, juste pour préciser. Un petit pont. Et des sombreros, pardon. C'était des viatiques ce soir. Buenas noches a todos, hasta pronto. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Salut.